Merci. Merci. Merci d'en parler. Merci d'en parler. Bonjour, vous écoutez Don de gamètes, merci d'en parler. Le podcast qui informe sur le don d'ovocytes et de spermatozoïdes. Couple composé d'une femme et d'un homme, couple de femmes, femmes célibataires, vous entendrez au fil des épisodes des témoignages émouvants, passionnés et passionnants de personnes ayant ou allant bénéficier d'un don, de donneuses et de donneurs, mais aussi de personnes nées grâce à un don. Dans cet épisode, on parlera de dons d'ovocytes chez les femmes afrodescendantes, avec Fanny, qui a reçu des ovocytes, et Diane, qui a fait le geste solidaire de donner les siens. Et puis notre experte, le docteur Claire de Vienne, médecin référent en AMP à l'Agence de la biomédecine, nous sensibilisera sur les besoins en dons de gamètes, notamment pour les personnes issues de la diversité. Alors, merci d'écouter. Merci d'en parler. Merci d'en parler. Mais avant de retrouver les témoignages de Fanny et de Diane, une question. Un gamète, c'est quoi concrètement ? C'est simple. Un gamète, c'est une cellule reproductrice qui correspond à l'ovocyte ou ovule chez la femme et au spermatozoïde chez l'homme. Pour procréer, il y a obligatoirement besoin d'un spermatozoïde et d'un ovocyte. Les couples de femmes et les femmes célibataires ont donc la nécessité de faire appel aux dons de gamètes. Aujourd'hui, les femmes d'origine afrodescendante doivent attendre beaucoup plus longtemps pour recevoir des ovocytes. Les dons venant de cette communauté sont en effet plus rares. Fanny est d'origine antillaise. Son mari est de type caucasien. Après quelques années de vie commune, vient pour eux le projet d'avoir un enfant. Mais pour le jeune couple, tout ne va pas être si simple. Très rapidement, on a eu envie d'avoir un enfant, en fait. On est ensemble depuis 2016, depuis septembre 2016, et en fait, on a commencé à parler enfant, en fait, en 2017. Moi, j'ai arrêté ma contraception l'été 2017. On s'est pas mis de pression, en fait. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, donc voilà, on a essayé pendant quasiment 2 ans. Ça fonctionnait toujours pas. Donc on a décidé en fait de consulter. Donc on a vu mon gynécologue qui nous a prescrit des examens à faire pour voir notre fertilité, et en fait il s'est avéré que je suis infertile. Mais après un léger moment d'abattement, une solution est proposée par le médecin de Fanny. Mon gynéco nous a parlé du don d'ovocytes. On ne connaissait pas du tout, tous les deux. Et je savais pas du tout comment ça se passe. Donc du coup, je me suis renseignée, on nous a expliqué. Et du coup, ça a été plus clair en fait. Après l'annonce de l'infertilité de Fanny et de la solution du don d'ovocytes pour y remédier, s'ensuit pour le couple une période de doute et de questionnement. Oui, parce que c'est une sacrée épreuve pour le couple. Il y a des couples qui se séparent pendant ces épreuves-là, et au contraire, il y a des couples qui se resserrent en fait pendant ces épreuves, hein, parce que c'est des sacrées épreuves qui sont difficiles, qui se vivent effectivement à deux. De notre côté, on s'est pas séparés. Ça a fait le contraire. On s'est soudés, on s'est resserrés, et notre couple était plus fort aussi. Moi, au début, je voulais partir en fait, parce que je me disais, je culpabilisais et je me disais, c'est pas normal en fait que je puisse pas donner des enfants naturellement à mon mari en fait. Donc il m'a dit non, c'est hors de question que tu partes, et moi je partirai pas. On va affronter ça ensemble et tu verras, ça ira, on va réussir. Une fois la décision de faire appel à un don d'ovocytes définitivement actée, le parcours médical peut enfin commencer. Comment définirez-vous tout ce chemin, Fanny ? Ce combat, en fait, parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment le terme, en fait. Et donc, on a eu un premier rendez-vous avec la gynécologue du centre. Elle nous a fait faire des premiers examens. On a fait un bilan sanguin. Mon mari a fait un bilan génétique. Elle nous a expliqué, en fait, ce qu'était le don d'ovocytes et comment il procédait, en fait. Donc, avec des donneuses.
Ce qu'ils nous disent, c'est que les critères de la donneuse doivent être compatibles avec nos critères à tous les deux en fait. Que ce soit des critères biologiques, que ce soit des critères physiques, des critères génétiques, tout ça est pris en compte en fait pour attribuer la donneuse aux patients, au couple en fait demandeur. Mon mari et moi, on est un couple mixte. Moi, je suis d'origine antillaise, mon mari est caucasien. Et du coup, en fait, c'est un critère aussi qui rentre en compte, puisque du coup, on est censé avoir un bébé métis. Il faut que la donneuse soit de ma couleur ou métissée, de couleur claire en fait. Donc il faut que ça corresponde un petit peu à ma couleur en fait, puisque du coup après ça sera transmis en fait. Le bébé aura les gènes du coup de la donneuse et de mon mari. Une petite précision, au cours d'une démarche de procréation médicale assistée, la personne receveuse a le droit de décider si elle souhaite ou non faire correspondre ses caractéristiques physiques avec celles du donneur. C'est le concept d'appariement. Puis commence l'attente du coup de téléphone qui annoncerait la bonne nouvelle. Fanny se souvient encore de ce moment. Alors c'était fin octobre, je me rappelle, j'étais au travail et je reçois un coup de téléphone en fait du secrétariat de la clinique. Et là on me dit bonjour, on vous appelle parce qu'on a une donneuse pour vous. Et là en fait le temps s'est arrêté, mais vraiment en fait. C'est comme si c'est comme si le temps s'était arrêté et heureusement j'étais assise ce jour-là. Et moi je me suis dit c'est une blague, c'est pas possible en fait. Je dis c'est une mauvaise blague, c'est quelqu'un qui fait une blague, c'est... En fait ici c'était vrai. Donc du coup elle m'a laissé le temps de reprendre un peu mes esprits. Et elle m'a dit, écoutez, on a une donneuse, si, on a une donneuse pour vous, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je lui dis, on continue. On continue, on est parti, on continue, hein, bien sûr. Je raccroche avec la secrétaire, du coup, j'appelle mon mari tout de suite après, je lui annonce la nouvelle. Là, j'imagine qu'il saute de joie, je le vois pas, mais il était quand même très content au téléphone. Moi, je me mets à pleurer. Et en fait, on a tous les deux halluciné, on s'est dit, ça y est, quoi. Enfin, c'est notre tour. Et on était sur un petit nuage, en fait. Une fois votre joie passée, est-ce que vous avez eu une pensée pour cette femme que vous ne connaissez pas, mais dont le geste solidaire a changé votre vie ? Le mot gratitude n'est pas assez fort. Je la remercie 1 million de fois, 1 milliard de fois même. C'est juste waouh, quoi. Il n'y a pas de mots, en fait. Il n'y a pas de mots pour expliquer ce qu'on ressent. C'est un geste incroyable de faire ça. C'est un merci à toutes les donneuses, en fait. C'est pas que à elles, c'est à toutes les donneuses qui le font et qui rendent des parents heureux, en fait. Et je me souviens, en fait, quand j'ai accouché... allez, je vais pleurer. Je me souviens quand j'ai accouché, en fait... J'ai dit à mon mari, ça y est, on l'a fait en fait. J'ai dit, ça y est, on a réussi. Ça y est, on est devenus des parents et c'est grâce à cette petite fée en fait. C'est une grande fée même. Mais le terme de fée en fait, c'est vraiment un bon terme. Pour terminer, Fanny, que diriez-vous à toutes les personnes afrodescendantes ou asiatiques qui réfléchissent à s'engager dans une démarche de don ? Ce que je dirais à ces personnes-là, personnes afrodescendantes ou asiatiques, je leur dirais, mais allez-y en fait. Sans hésitation, allez-y en fait. Parce que vous allez faire un geste incroyable, que vous allez rendre des parents heureux, des parents qui se battent pour avoir des enfants. Le fait d'avoir reçu le don, en fait, de faire des dons, en fait, c'est la plus belle chose qu'elles puissent faire, en fait. Pour la petite histoire, Malo, un joli petit garçon, fruit de l'amour de ses parents et de la belle histoire de l'AMP, dormait sagement dans la pièce à côté. Il y a donc celles qui reçoivent le plus beau des cadeaux de la vie, comme Fanny, et pour que cela soit possible, il y a celles qui donnent leurs ovocytes comme Diane, une jeune femme d'origine rwandaise. Bonjour Diane, pourquoi avez-vous décidé de faire ce geste ?
Alors, j'ai décidé de m'engager dans cette démarche suite à l'écoute d'un podcast qui s'appelle Bliss Stories, où j'ai entendu parler donc d'une mère qui avait fait un don d'ovocytes après avoir eu plusieurs enfants. Ce qui m'avait ému, c'était le parcours, dans le fait que l'infertilité est quelque chose d'assez tabou. Et je me suis dit, j'en avais jamais entendu parler, donc je me suis renseignée sur la question, sur ce que c'était tout simplement. Et là, en fait, en faisant des recherches, j'ai remarqué qu'il y avait très peu de dons d'ovocytes. Et aussi, j'ai pu aussi noter qu'il y avait peu de dons pour les personnes afrodescendantes ou asiatiques. Et de mon côté, ne voulant pas d'enfants, je me suis dit, c'est quand même dommage que je ne puisse, qu'il y ait des femmes en attente dans un long parcours. Et moi, de mon côté, qui n'ai aucun souci de ce côté-là, je me suis dit, je vais me renseigner plus et puis me lancer dans cette démarche. Pourquoi cette pénurie d'ovocytes pour les femmes afrodescendantes ou asiatiques vous a-t-elle interpellée ? Ça m'a interpellée parce que je m'intéresse déjà aux questions de la parentalité. Et puis j'ai des amies qui, elles, ont des difficultés à avoir des enfants parce que atteintes d'endométriose ou d'autres maladies. Et puis moi-même, étant une femme et une femme afrodescendante d'autant plus, je me suis dit, j'ai trouvé ça assez... ça m'a touchée en fait, tout simplement. J'ai voulu aider des personnes à devenir parents, sachant que je pouvais le faire, et c'est quand même quelque chose d'assez immense. Et puis j'ai toujours été éduquée dans cet esprit d'aide. C'est quelque chose dans lequel j'ai toujours baigné dans mon éducation, donc pour moi c'était quelque chose de normal en fait. Au moment de vous engager dans cette démarche, vous aviez des doutes ? Je n'avais aucune crainte. L'équipe médicale qui m'a accompagnée a su répondre à toutes mes questions avant de commencer, vraiment. Donc tout était clair. Et en effet, je pense que c'est quelque chose avec lequel on doit être au clair avant de se lancer dans une telle démarche. Mais c'est quelque chose de très simple aussi, finalement. J'en ai parlé avec mon conjoint, bien sûr, qui m'a dit « Mais c'est super, fonce !» je te soutiens à 100% et je serai là du début jusqu'à la fin. Avec ma famille aussi d'ailleurs, même si ma décision a été prise, c'est quand même important d'être soutenue. Avant de continuer l'histoire de Diane, petit rappel sur le consentement au moment du don. À partir du 1er septembre 2022, le consentement du conjoint ou de la conjointe n'est plus obligatoire. Alors Diane, après avoir eu le soutien de vos proches, comment a commencé votre parcours ? Je me suis renseignée sur internet, donc j'ai tapé don d'ovocytes et la ville dans laquelle j'habite. Et là, j'ai du coup trouvé un centre de don très proche de chez moi. Et donc j'ai contacté celui-là. Et donc j'ai d'abord eu un premier rendez-vous téléphonique. Donc le premier rendez-vous, c'était un rendez-vous d'information où j'ai abordé avec les médecins biologistes et généticiens toutes les questions relatives à la procédure. La possibilité ou non de garder mon stérilet, les contraintes, les maladies génétiques dans ma famille, mon arbre généalogique sur 2 générations. Et ensuite, donc, j'ai dû signer un formulaire de consentement. Suite à ça, donc, j'ai eu un deuxième rendez-vous. C'est en gros le bilan gynécologique où là, j'ai évoqué avec le gynécologue mes antécédents familiaux, c'est-à-dire... tout ce qui concerne le cancer du sein, du col de l'utérus, les problèmes de thyroïde. Et ensuite, j'ai fait une échographie pour évaluer en gros la qualité et la quantité de ma réserve ovarienne, c'est-à-dire le stock d'ovocytes présents dans mes ovaires à ce moment-là. Et tout allait bien. Et donc là, j'ai eu un 3e rendez-vous où là, c'était des examens, on va dire, cliniques et biologiques plus approfondis. Et donc là, c'était pour détecter la présence d'éventuels virus, mais aussi de maladies génétiques. Et comment se sont déroulées les différentes étapes de votre don ? Cette rigueur en termes d'examen m'a rassurée. Et en même temps, je me disais, on est dedans, quoi. Ça y est, c'est parti. c'est sérieux. Et un jour, on m'a dit, c'est bon. Mais avant de me dire c'est bon, il fallait que j'ai un entretien avec un psychologue. Voilà, pour voir si j'étais en accord avec ma démarche. Et c'était le dernier rendez-vous avant de commencer.
Donc après ça, on m'a contacté pour me dire, voilà, vous avez la possibilité soit de vous faire les injections vous-même ou alors d'appeler une infirmière pour qu'elle puisse venir, ou un infirmier, venir à la maison vous faire les injections. Et là, donc, j'ai préféré l'auto-injection. Et là, j'ai une formation de 2 heures. Et donc, 36 heures avant la ponction, c'est le déclenchement. Il faut savoir que tout s'est bien passé, hein. J'ai pas eu de fatigue particulière, vraiment. J'allais travailler tous les jours, enfin, j'ai pas eu aucun souci. Pendant toute cette période particulière, Diane a été accompagnée par les mélodies délicates de Meshaï, le groupe de son compagnon. Tout un symbole. C'était quoi le sentiment qui prédominait chez vous à la fin de ce parcours ? Le sentiment pendant et après, c'était beaucoup d'émotions, notamment à la piqûre de déclenchement. J'ai vraiment eu une grosse pensée pour les personnes en attente de dons. Juste après la ponction aussi, j'ai beaucoup pleuré. Vraiment, c'est là où j'ai tout lâché parce que, en plus, on m'a dit c'est une très bonne ponction. Et moi, je me disais mais qu'est-ce que ça veut dire ? J'étais très émue. En conclusion, vous qui avez fait ce geste, qu'avez-vous envie de dire à Fanny qui, elle, a reçu un don d'ovocytes ? À Fanny, j'ai envie de lui dire de lui souhaiter une belle rencontre avec cet être maintenant qui est venu illuminer leur vie et qui a pu illuminer leur vie grâce à un don. Voilà, j'ai juste envie de leur dire vivez les choses pleinement et belle rencontre et longue vie. Et vous, Fanny, un mot pour Diane ? J'aimerais dire à Diane un grand merci pour ce qu'elle fait et un grand merci parce qu'elle va rendre des parents heureux. Donc un énorme merci. Merci à Diane et à Fanny pour ces témoignages inspirants. Merci. Merci d'en parler. Pour aller plus loin, on écoute l'expertise du docteur Claire de Vienne, médecin référent à l'Agence de la biomédecine. Bonjour docteur, quels sont les besoins globaux en dons en France ? Chaque année en France, on constate qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont besoin d'un don et qui sont inscrites sur des listes d'attente que de personnes qui vont donner leurs gamètes. À titre d'exemple, là en 2021, pour le don de spermatozoïdes, il y avait près de 7000 personnes en attente d'un don de spermatozoïdes. Et quels sont les profils les plus recherchés ? On a vraiment besoin aujourd'hui de tous les profils de donneurs et de donneuses. On voit bien que dans notre société française, il y a une grande diversité d'origines. C'est la même chose pour les personnes qui ont besoin d'un don de gamètes. Et on constate que les donneurs, eux, et les donneuses, il n'y a pas cette même diversité. Or, quand on a recours à un don de gamètes, on a souvent envie que les enfants nous ressemblent. Donc on comprend que ça nécessite qu'il y ait plus de donneurs et de donneuses de toutes les origines. Un mot justement sur les besoins en dons des personnes issues de la diversité. Dans les centres autorisés au don de gamètes, on constate tous les jours qu'il manque de donneuses et de donneurs d'origines géographiques diverses, par exemple afrodescendants ou d'origine asiatique. La conséquence de cette situation, c'est qu'on observe que les personnes issues de la diversité ont des délais d'attente qui peuvent être prolongés depuis plusieurs mois, voire même de plusieurs années. Docteur, une question importante pour tous. Une receveuse peut-elle choisir son donneur ou sa donneuse ? Les personnes qui ont recours à un don de gamètes peuvent demander que le donneur ou la donneuse ait des caractéristiques physiques proches des leurs, c'est-à-dire couleur de peau, des yeux et des cheveux qui se rapprochent des leurs. Le mot de la fin, docteur de Vienne ? Ce qu'on constate et qui semble important aujourd'hui, c'est qu'il y ait autant de diversité parmi les donneurs et les donneuses qu'il y en a dans notre société. Donc que chacun se sente concerné, réfléchisse à cette possibilité. Merci docteur de Vienne et merci encore à Fanny et Diane pour vos témoignages. Merci d'en parler. Si vous voulez obtenir plus d'informations sur l'assistance médicale à la procréation ou le don de gamètes, nous vous donnons rendez-vous sur les sites dondovocytes.fr, dondespermatozoïdes.fr et procréation-médicale.fr.
Aujourd'hui, des milliers de personnes sont en attente d'un don d'ovocytes ou de spermatozoïdes pour pouvoir devenir parents. Et parce que la diversité des donneurs doit pouvoir refléter la diversité de notre société, nous avons besoin de donneuses et de donneurs de toutes les origines. Vous êtes une femme âgée de 18 à 37 ans ou un homme âgé de 18 à 44 ans ? En donnant vos ovocytes ou vos spermatozoïdes, vous offrez la possibilité de devenir parent. Dans le prochain épisode du podcast Don de gamètes, merci d'en parler de l'Agence de la biomédecine, nous évoquerons le parcours vers la parentalité qu'est en train d'effectuer Clémence, femme célibataire. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver et nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. N'hésitez pas non plus à partager ce podcast. Merci d'en parler. À bientôt. Merci. 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 Merci d'en parler. Merci d'en parler. Merci d'en parler. Merci. Merci d'en parler. Merci. Merci. Merci d'en parler. Merci.